J'espère bien qu'on m'entend bien. Euh, Encore une minute, je veux juste me rassurer qu'on m'entend. T'entendons Alors très que, bien, madame. bien, on m'entend bien. Professeur Hippolyte, vous pouvez aussi essayer hein, de voir si on vous entend avant de Bonsoir à commencer. tous. Bonsoir. Tout le monde. Bonsoir. Ah, d'accord. Bonsoir. OK. Bonsoir, professeur. Bonsoir, bonsoir, bonsoir à tous. Merci beaucoup. Bonsoir, professeur. Bonsoir. Ok, donc on m'entend. Merci pour le feedback. Merci pour le feedback. On va commencer. Il est 19 heures. Merci à vous tous d'avoir répondu à cette invitation. C'est notre tout premier webinaire de l'année. Merci pour votre ponctualité. En tout cas, vous êtes nombreux à être déjà là. Je pense que les autres vont nous rejoindre au fur et à mesure. Voilà. Je me dis que la plupart des gens se demandent c'est quoi l'Académie des sciences pour les jeunes en RDC. Beaucoup de gens ont entendu parler de ça, d'autres connaissent l'Académie, d'autres pas. Alors, une petite synthèse sur c'est quoi l'Académie des sciences pour les jeunes en RDC. C'est au fait une organisation non gouvernementale qui a vu le jour officiellement le 28 novembre 2020 à Kinshasa. Et notre académie compte présentement une quarantaine de jeunes professeurs, jeunes docteurs congolais de plusieurs disciplines diverses qui œuvrent non pas seulement en RDC, mais aussi partout dans le monde. Et voilà, l'Académie de sciences pour les jeunes, c'est une plateforme. C'est une plateforme qui vise à promouvoir les interactions entre les jeunes scientifiques des disciplines diverses en vue de relever les défis tant nationaux qu'internationaux que fait face notre société. Et comme vous pouvez le voir sur votre écran, notre devise, c'est la science au service de la société. Donc, notre académie vraiment met un accent particulier sur les rapports entre le monde scientifique et les développements de la société. Alors, nous avons plusieurs objectifs. Notre académie a plusieurs objectifs et l'un des objectifs, c'est vraiment de permettre aux jeunes scientifiques de participer activement à l'identification des besoins de leur communauté et d'élaborer aussi les politiques d'intervention pour subvenir aux besoins de la population. On veut vraiment promouvoir la science comme carrière de choix pour les jeunes Congolais en servant de modèle et d'exemple. La plupart de nos jeunes élèves ne connaissent pas trop voilà, les débouchés de la science. Les débouchés de la science. Et voilà, dans le passé, plusieurs ne connaissaient que la médecine, que le droit ou l'économie. Et pour nous, on veut vraiment promouvoir la science en tant que carrière de choix, renforcer la capacité de recherche scientifique en RDC, voilà, en instaurant vraiment la science comme moteur de développement économique pour notre pays, parce qu'on se rend compte qu'aucun pays ne s'est développé sans l'apport de la science. Donc, la science est un élément clé pour le développement de notre pays. Nous voulons aussi encourager le développement des approches novatrices pour la résolution de problèmes de notre société, pas seulement de notre société congolaise, mais aussi les problèmes d'importance nationale, aussi internationale. Et nous voulons collaborer avec les réseaux mondiaux. Voilà, nous collaborons avec les jeunes des académies nationales ainsi qu'internationales. Et nous voulons aussi attirer vraiment l'intérêt du gouvernement, des fondations de recherche et d'autres organismes philanthropiques pour investir dans le projet de recherche. Et voilà, pour cette année, par exemple, vous avez là, nous avons commencé avec des webinaires. Donc, chaque dernier vendredi ou chaque dernier vendredi du mois, nous aurons des webinaires comme ça sur Zoom où les membres de l'académie vont présenter leurs recherches, plusieurs thématiques qui sont vraiment d'actualité. Et
Nous avons aussi prévu cette année de lancer la Minute Science qui va commencer à passer sur la RTNC, des séances comme ça où l'on parle de la science de façon vraiment simplifiée avec des rediffusions. Et voilà, nous avons aussi des assemblées générales ordinaires que nous avons prévues pour les membres effectifs de notre académie. Et nous allons aussi organiser des ateliers trimestriels pour les jeunes chercheurs, les aider à savoir comment faire des publications, des coder en air, comment écrire des projets pour financement. Donc, nous allons organiser ça. Et nous voulons aussi offrir une assistance gratuite pour les jeunes chercheurs, les aider à réviser leurs articles scientifiques pour publication, à savoir comment candidater pour des bourses internationales. Et voilà. Nous avons aussi prévu de travailler avec le ministère de l'enseignement primaire, secondaire et technique euh, afin de lancer l'année scolaire et aider les finalistes à savoir les débouchés de la science. Et voilà, tant d'autres activités que nous avons prévues cette année, un symposium conjoint avec l'Académie congolaise de sciences et voilà, des conférences aussi à Bukavu qui restent encore à confirmer. Et enfin, nous voulons aussi vous dire que voilà, chaque année, nous faisons des appels à candidature pour recruter des nouveaux membres. Donc, n'hésitez pas surtout à nous suivre sur voilà, les réseaux sociaux. Nous sommes sur Twitter, nous sommes sur Facebook. Nous avons une adresse email et nous avons aussi voilà, un site web. Alors, c'était là vraiment une brève introduction sur l'Académie. Beaucoup de gens ne connaissent pas l'Académie et j'espère que vous avez eu vraiment un aperçu de ce qu'est l'Académie de sciences pour les jeunes en RDC. Alors, j'ai arrêté de partager. Et voilà, sans plus tarder, nous allons commencer notre webinaire et je veux présenter au fait notre orateur, le professeur Hippolyte Mavoko. Je pense qu'il peut déjà essayer à partager son écran pour voir si ça marche. Oups, ça va. Oui, vous le voyez? Oui. Parfait. Oui, je vais d'abord muter. Attendez. Il y a une personne qui joue à la musique là. Ok. Alors, je veux présenter notre orateur de ce soir. Bon, pour moi, ce soir, je ne sais pas d'autres fuseaux horaires. Le professeur Hippolyte Mavoko. Il est médecin spécialiste en médecine tropicale, maladies infectieuses et parasitaires de l'Université de Kinshasa. Alors, le professeur Hippolyte Mavoko a un PhD en sciences médicales de l'Université d'Anvers, en Belgique. Et il a suivi le module de formation spéciale en épidémiologie, statistique, essais cliniques et bonnes pratiques cliniques et laboratoires. Il est professeur, comme on dit en anglais, full professor, à l'Université de Kinshasa depuis 2016 et il est actuellement chef des départements de médecine tropicale de la faculté de médecine. Il a principalement deux lignes de recherche. L'une est axée sur L'une est axée sur le paludisme dans ses différents aspects, essais cliniques, tests de diagnostic et résistance aux antipaludéens, et l'autre sur Ebola, les essais cliniques sur le vaccin et ainsi que l'exploration du réservoir du virus. Et pour le moment, le professeur Hippolyte Mavoko est en train d'initier une troisième ligne de recherche sur le virus Mpox que vous avez anciennement connu sur le nom de monkeypox. Le professeur Hippolyte est membre effectif de l'Académie de sciences pour les jeunes en RDC depuis sa création en 2020.
Et il est également investigateur principal de plusieurs projets de recherche financés par EDCTP, c'est un organe de l'Union européenne. Il a aussi des projets de recherche financés par UNITAID, c'est une agence affiliée à l'OMS, ainsi que BLIR UOS, c'est un organe du gouvernement belge, pardon. La liste n'est pas exhaustive. Et voilà, le professeur Hippolyte travaille aussi comme consultant dans des essais cliniques sur le vaccin COVID et aussi sur de nouveaux médicaments antipaludéens. Il est consultant dans d'autres projets portant sur le virus Ebola. Il est membre de groupe de réflexion de la firme Johnson Johnson en matière de vaccins contre Ebola. C'est depuis 2011 qu'il est membre du comité de direction de la bourse d'excellence Brinkman aux universités congolaises, BEBUC en sigle. Et je dois aussi mentionner que le professeur Hippolyte Mavoko a participé à plusieurs conférences internationales portant sur le paludisme, les maladies tropicales, la santé publique dans plusieurs pays tels que la Suisse, la France, le Danemark, l'Espagne, l'Allemagne, la Zambie, les États-Unis, la Bolivie. Aussi, la liste n'est pas exhaustive. Il compte à présent plus de 60 publications, wow, et il vient de produire 2 docteurs à thèse, j'espère qu'ils sont peut-être présents, le docteur Zola Matuvanga et la docteure Larivienne qui ont soutenu brillamment leur thèse à l'université d'Anvers en Belgique, et plusieurs autres étudiants sous sa direction sont en pleine formation. Et aujourd'hui, le professeur Hippolyte Mavoko a l'honneur d'être le premier orateur de notre série de webinaires et il nous parlera d'un sujet très pertinent qui est franchir les obstacles géographiques pour implémenter la recherche clinique sur la maladie à virus Ebola. Vous avez la parole. J'espère que j'ai pu synthétiser votre CV très brillant, très excellent. Vous avez la parole, cher professeur Hippolyte. Merci beaucoup, professeur Tania Bichola. C'est un honneur d'être dans ce forum pour partager au sujet de quelques activités que nous sommes en train de conduire, des activités de recherche. C'est vrai que le temps n'est pas assez suffisant pour parler de tout ce qu'on fait, mais je vais essayer de survoler le plus que possible. Je voudrais d'emblée demander votre indulgence. Donc, la présentation est en anglais, mais je vais présenter en français. Donc, nous avons, comme professeur Bichot l'a dit, nous avons quelques lignes de recherche et l'une d'elles porte sur Ebola que nous conduisons dans des endroits très reculés de la République démocratique du Congo, plus précisément à Boende. Alors, attendez. Voilà. Donc, ça va être le plan de la présentation que nous allons suivre. Malheureusement, il s'est fait qu'il y a beaucoup de défis au pays, comme vous pouvez le voir sur cette photo à côté. Moi-même, j'étais très surpris de remarquer qu'il est possible de transporter un véhicule sur 2 pirogues accolées. Et là, tous ces risques, nous les prenons pour les besoins de la science et nous le faisons vraiment avec beaucoup de passion. Juste pour rappeler un tout petit peu, Ebola, c'est une maladie, donc on appelle ça maladie à virus Ebola. C'est une maladie qui est due à des virus de la famille des filovirus. Il existe 4 types qui affectent l'homme, mais le plus dangereux de eux tous, il est appelé Ebola virus, qu'on appelait aussi Ebola Zaïre. Et donc, ce virus a été découvert pour la première fois en RDC, dans la province de l'Équateur. Et on avait donné à cette maladie le nom d'une rivière qui passe dans la région parce que un peu avant ça, il y avait une maladie qui avait émergé au Nigeria et on avait donné à ce virus le nom de la ville de Lassa, une ville qui avait des vocations touristiques. Et
dès qu'on avait donné le nom de cette ville à la maladie, plus aucun touriste ne voulait s'y rendre et c'était donc la faillite de cette ville-là. Et depuis lors, l'OMS avait décidé que plus jamais on ne donne à un virus le nom de la localité où il a été découvert. Et c'est ainsi qu'on avait choisi un nom anonyme d'une rivière, la rivière Ebola. Alors, cette maladie, jusqu'à présent, on ne sait pas très exactement où se loge le virus, mais il y a une hypothèse, et c'est pour ça que vous voyez des points d'interrogation en rouge. On soupçonne la chauve-souris et on soupçonne précisément des chauves-souris frugivores. Il y a des chauves-souris frugivores donc, qui se nourrissent des fruits et des chauves-souris qui se nourrissent des insectes. Et on pense que ce virus se trouverait au niveau de la salive des chauves-souris. Et donc, les chauves-souris frugivores, quand ils grignotent les fruits dans la forêt, ils peuvent y laisser des virus. Et ces fruits, une fois mûrs, tombent des arbres. Ils peuvent être mangés par certains herbivores ou par des singes. Et ainsi, la maladie peut circuler dans la forêt entre animaux. Et de manière accidentelle, l'homme peut s'infecter s'il manipule un animal qui est infecté. C'est ainsi que dans différentes chaînes de transmission, il y a une histoire, un chasseur qui va dans la forêt et il trouve une antilope morte. Il dit merci au ciel parce que c'est un cadeau. Il a trouvé son animal, mais en fait, cet animal était mort d'Ebola. Et quand il ramène à la maison, il ramène le virus et cela initie donc la transmission interhumaine. Et une fois que le virus entre dans la communauté, la transmission se fait d'homme à homme, donc la transmission entre humains au travers surtout des sécrétions biologiques. Mais ce qui est surtout important à noter, c'est que les professionnels de santé sont à risque très élevé du fait que lorsqu'un malade arrive à l'hôpital, souvent cette maladie ne se présente pas avec des signes spécifiques. Beaucoup de gens pensent que quand on a Ebola, donc on saigne de partout, mais ce n'est pas toujours évident. Parfois, la maladie se présente avec des symptômes qu'on peut observer dans d'autres maladies, la fièvre, les maux de tête, euh, des douleurs musculaires, des vomissements. Les saignements n'arrivent que dans des cas assez rares. Et donc, une fois à l'hôpital, les Par contre, professionnels de professeur, santé, oui. s'il vous plaît, professeur, on vient de me signaler que vous avez au fait partagé deux écrans. Est-ce possible de voir full screen? Euh, Parce que là, euh, vous avez deux écrans, on voit l'écran du prochain slide. Peut-être que on peut ah oui, oui, avoir... attendez Ouais, une seconde. il n'y a pas de souci. Il faudra juste mettre mode. Ah, ok. C'est bon comme ça? C'est bon, professeur. Ah, ok. Je m'excuse. Non, il n'y a pas de souci, ça arrive, hein. Ça arrive. Ça, ce sont les... Oui, ok. Oui. Donc, voilà. En fait, le fait que les malades se présentent avec des symptômes qui ne sont pas spécifiques, ça fait qu'à l'hôpital, l'infirmier ou le médecin ne va pas savoir qu'il faut prendre des précautions particulières et c'est ainsi qu'on peut facilement s'infecter. Et donc, l'hôpital peut jouer un rôle amplificateur et jusqu'à ce que l'épidémie ne soit confirmée, souvent, il n'y a pas des précautions habituelles.
Cette maladie est malheureusement très grave avec un taux de mortalité qui peut être extrêmement élevé. Vous voyez là sur les images, il faut prendre des précautions, se protéger, même quand on manipule les cadavres. Et ça, du point de vue culturel, ça pose parfois des problèmes parce que les gens ne réalisent pas qu'une fois une personne est décédée, peut toujours constituer un risque de propagation de la maladie. OK. Et donc, ici, vous voyez, vous voyez sur cette image, la carte à droite, les points rouge, bleu, orange, ça indique les différents endroits où des épidémies de la maladie à virus Ebola sont déjà survenues. Et là, on peut remarquer malheureusement que la RDC, c'est le pays le plus fréquemment touché en termes, quand on voit le nombre de points qu'il y a à travers le pays. Donc, depuis 1976, où l'année à laquelle le virus avait été, donc cette maladie avait été découverte pour la première fois, conjointement par professeur Muyembe et Peter Piot. C'était dans à Yambuku, dans la province de l'Équateur. Et donc, il y a eu entre 2014 et 2016 une épidémie massive. C'était la plus grande et c'est cette épidémie-là, en fait, qui avait suscité de l'intérêt pour la science parce qu'en ce moment-là, le monde entier était menacé. Et c'est alors qu'il y a eu d'investissements énormes pour accélérer la recherche sur le vaccin pour pouvoir arrêter la propagation de la maladie. Et de toutes les épidémies survenues au pays, il y a celle qui était entre 2018 et 2020 dans dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri. Ça, c'était l'épidémie la plus large qui avait beaucoup duré pour diverses raisons sécuritaires, politiques, culturelles, ainsi de suite. On pourrait y revenir lors des débats pour ceux qui voudront en savoir plus. Et donc, nous avions le souci de contribuer à la préparation des professionnels de santé. Il y a en fait un adage qui dit que là où Ebola est déjà survenu, il peut toujours revenir. Et donc, l'idée, c'est que dans le cadre pour anticiper les dégâts sur les épidémies futures, et étant donné que les professionnels de santé sont très exposés de par leur profession, nous avions ciblé la province de Chuapa, notamment la zone de santé de Boende, pour vacciner les professionnels de santé et de sorte que le fait qu'ils soient protégés, cela peut constituer une barrière à la propagation du virus si jamais il y a une épidémie, chose qu'on ne souhaite absolument pas du tout. Alors, j'ai prévu de vous montrer une courte vidéo d'environ 7 minutes qui résume le travail que nous avons réalisé. Sauti inanikatika mimi. Sauti. Professeur, la vidéo a un son? Pardon? Est-ce que la vidéo a un son parce qu'on ne perçoit pas de son? Ou bien... Oh, attendez. OK. Qu'est-ce que je dois faire pour que... Qu'est-ce qu'il faut faire? Oui, augmenter. On va... Là, là-bas, vous entendez?
Non. Est-ce que le son arrive maintenant? Non, il n'arrive toujours pas. Je pense qu'il faut share the sounds. I think Ça, est-ce que je sais comment ça marche? Ah oui, oui, j'ai vu. Dans partager écran, il y a adjoint Il y a sharing toujours icon. plusieurs personnes, Là, ça dont marche? le C'est professionnel bon, de santé. oui. Mais Merci. aussi, Hello everybody. We are here in the tropical forest in Congo, not far from the place where 40 years ago the Ebola virus was discovered. You know, Ebola is one of the emerging infectious diseases and global health threat. oui, nous avons choisi Boende tout d'abord parce que il y a eu dans cette zone de santé une épidémie d'Ebola en 2014 qui a tué plusieurs personnes, dont les professionnels de santé. Mais aussi parce que les collègues qui ont travaillé sur le monkeypox sont venus expérimenter ici un vaccin chez les professionnels de santé qui sont aussi exposés à cette même maladie. Ebola is a disease caused by Ebola virus. It's also known as Ebola hemorrhagic fever. It's a serious illness that has a fatality rate which is around of 50%. And it's believed to be transmitted by wild animal to human and from human to another by body fluid, blood or other body fluids. So far, the only thing we could do to control Ebola was to respect very strict hygienic and medical measures. And there is no therapy at all, so only supporting therapy. So the best way to control Ebola is in fact to develop a Ebola vaccine so that you can protect those who are at risk of Ebola. So we're vaccinating our participants with 3 vaccines. The first 2 doses are 56 days apart, and then depending on the randomization group, their booster dose is given 1 year or 2 years after the first dose. There are also some time points during which we take blood samples, and these blood samples will then determine the immunogenicity of these vaccines. On top of that, we are of course also assessing the safety of the vaccines. Yes, we encountered several challenges while implementing this clinical trial here in Boende, such as remoteness, infrastructure, the water supply, the electricity supply, internet access. Okay, so we held prior to every visit for the participants, either for blood sampling or for the vaccination, we held a workshop for capacity building, and also they have a little film on the vaccine, on the trial actually, and they have a session of question and answers to make sure that they are really aware.
whenever there is a disease such as Ebola viral disease, healthcare workers are particularly exposed because people who are sick when coming to the hospital, healthcare workers are not aware that it could be Ebola, so they continue working in the normal circumstances. They can get infected and take the infection into their families, exposing therefore the whole family. That's why we believe if healthcare workers are vaccinated, it can help to cut down the transmission, the spread of the disease. And for this trial in particular, we enrolled 700 healthcare workers from the health district of Bouende. Voilà, donc vous avez vu là à peu près le résumé du travail que nous avons réalisé à Bouende, une localité située en plein milieu de la forêt équatoriale. Le défi était énorme. Sans eau, sans électricité, nous avons investi des groupes électrogènes qui tournent 24 heures sur 24 jusqu'à ce jour. Et nous avons installé Internet, nous avons fait des forages pour l'approvisionnement en eau, un laboratoire qui aide aussi les patients de l'hôpital général. Donc, c'était vraiment un investissement énorme. Et dans cette étude, en fait, nous avons vacciné, réparti de manière aléatoire les participants en 2 groupes. Ils ont tous reçu le vaccin que nous avons utilisé, il est fabriqué par Johnson & Johnson. C'est un vaccin hétérologue pour dire que ces 2 produits qui constituent la dose. Il y a la première dose, c'est AD26-Zebov, qui est administrée donc au jour 1. Et au jour 57, nous administrons la deuxième dose constituée par MVABN Philo. Et maintenant, la randomisation ici, c'était de déterminer à quel moment est-ce qu'il fallait donner la dose de rappel. Parce que ça, dans la littérature, ce n'était pas très établi. Donc, il y a un groupe qui avait reçu la dose de rappel au bout d'1 an et l'autre groupe au bout de 2 ans. Et à chaque visite, les points noirs que vous voyez en bas, bleu et vert, c'est les différentes périodes auxquelles l'échantillon de sang était prélevé pour pouvoir établir la production des anticorps. Et au départ, justement, avant l'administration du vaccin, nous avions voulu voir si ces participants avaient déjà été préalablement exposés au virus. Et donc, en particulier, nous utilisions cette technique, le scannage de l'iris au niveau de l'œil pour identifier. En fait, ici, c'était surtout pour être sûr que quand on fait la mesure de la production des anticorps, il faut qu'on soit sûr que ce sont les personnes qu'on avait vaccinées. Parce que parfois, quelqu'un peut venir, par exemple, je dois aller à un rendez-vous de prise de sang, je n'ai pas le temps, et puis je demande à mon collègue ou membre de famille, va à ma place, et puis voilà. Et donc, on peut avoir comme ça des résultats faussés. Et cet outil nous avait permis justement de détecter des cas de fraude, des gens qui venaient au rendez-vous, surtout qu'il y avait un remboursement des transports. Donc, il y a des gens qui voulaient frauder un tout petit peu et cette technologie nous aidait à les détecter. Ici, ces courbes ont été établies sur base des taux d'anticorps. Donc, vous pouvez voir au départ, très peu de gens avaient des anticorps, vraiment très peu. Et après la première injection, vous voyez que la courbe est montée jusqu'à autour des 200. Et après la deuxième injection, là, il y a eu un premier pic qui était atteint. Et vous voyez que donc le groupe qui avait reçu la dose de rappel au bout d'1 année, c'est la courbe qui est en bleu. Quand on a administré, il y a encore eu élévation. Mais le deuxième groupe aussi, quand on a administré, au bout de 2 ans, il y a eu encore élévation. Donc, mais ici,
nous avons établi en fait que dans les deux cas, les niveaux d'élévation après l'administration de la dose de rappel étaient les mêmes et donc la dose de rappel peut être administrée soit un an après, soit 2 ans après. Et la question maintenant, c'est de savoir, mais ces anticorps produits peuvent rester dans l'organisme pendant combien de temps? Et là, nous avons initié actuellement une autre étude qui va d'ailleurs démarrer la semaine prochaine, où nous allons prélever ceux qui avaient été vaccinés depuis 2019. Donc, chaque année, nous allons commencer à prélever le sang, cette fois-ci sans vaccination, mais nous avons l'ambition de les suivre pendant 5 ans pour voir la production des anticorps, comment ça évolue. Une autre énigme qui demeure, c'est quel est le niveau d'anticorps qui pourrait protéger contre l'infection si jamais il y a une épidémie. Et ça, c'est une perspective aussi que nous avons au sein de notre groupe de recherche en collaboration avec les collaborateurs de l'extérieur. Donc, d'établir aussi cela pour apporter cette clarification-là. Et à la fin de cette étude, contrairement, souvent, les chercheurs vont sur terrain, prennent les données, ils ont les résultats, on publie dans les journaux, des conférences à travers le monde. Mais les participants, les gens qui donnent les données, et ils n'ont pas accès aux articles. Ici, nous avons eu vraiment l'amabilité de retourner sur le lieu, inviter les participants, les autorités politico-administratives et sanitaires et tous les professionnels de santé à Chuapa pour leur expliquer ce qui avait été fait et quels sont les résultats qui avaient été trouvés. Donc ça, c'était vraiment une première au sein du projet EBOVAC. Ça, c'est l'aspect essai clinique. À part ça, nous avons des activités d'investiguer les réservoirs du virus. Je vous ai dit au départ que jusqu'à présent, on ne sait pas exactement quel est le réservoir, quel est l'animal qui héberge le virus Ebola. Et donc ici, nous sommes allés, comme vous avez suivi dans la vidéo, à Boende, dans la zone de santé de Boende, il y avait une épidémie en 2014. Et le point de départ de cette épidémie-là était un village appelé Inkanamongo. Donc nous sommes allés à Inkanamongo pour identifier le village où habitait la toute première personne qui avait fait la maladie. Et de là, nous avons monté des pièges des mammifères, des pièges à mouches, des pièges des chauves-souris. Là, vous pouvez nous voir, là, on allait capturer des chauves-souris la nuit. Il faut porter ces combinaisons, pas seulement pour se protéger contre les agents infectieux qui pourraient être chez les chauves-souris, mais aussi pour protéger ces chauves-souris-là contre les virus que nous pouvons porter. Et ça, c'était à l'époque de COVID. Et comme vous le savez, la chauve-souris, c'est un des animaux susceptibles d'être infectés par le coronavirus. Et donc, si jamais l'un d'entre nous portait ce virus, il fallait éviter de contaminer ces chauves-souris et c'est pour ça que nous portons ces combinaisons. Et là, à droite, c'est un labo de fortune qui était monté où on faisait des découpages, des tissus, des rongeurs capturés, des mouches qui étaient capturées. Ici, l'avantage, en fait, d'utiliser les mouches, c'est que les mouches, vous savez, se posent sur des cadavres d'animaux en plein milieu des forêts, là où on ne peut pas arriver. Et au moment de l'envol, la mouche peut apporter la signature génétique de la carcasse sur laquelle elle s'est nourrie. Et donc, nous prenons les échantillons au niveau des pattes de ces mouches-là pour chercher si on pourrait trouver un échantillon dans lequel qui a les traces des virus. Autre source, nous allions dans des marchés où on vend du gibier et à chaque jour que le marché est prévu, nous passions pour faire des prélèvements
sur des animaux qui sont vendus. Et pour le moment, il y a le premier batch de ces échantillons ont déjà été explorés et il y a le deuxième batch qui est en train d'être analysé à Montpellier, en France. Et également, au-delà du virus Ebola, donc nous faisons un screening des différents virus, notamment Mpox et d'autres agents pathogènes. Et dans le même village, nous avions réalisé des prélèvements sanguins chez les humains. Nous sommes en train de faire le screening pour voir si les mêmes agents infectieux qu'on trouve dans les animaux, on va les retrouver aussi chez les humains. Et ça, ce travail est fait dans le cadre de One Health parce qu'actuellement, la santé, elle est définie comme une. Si nous voulons être en bonne santé, nous devons veiller et garantir à ce que les animaux soient aussi en bonne santé, étant donné que les agents pathogènes peuvent circuler d'un groupe à un autre. Ce projet avait un troisième aspect, des aspects socio-anthropologiques. Là, nous collaborions avec des anthropologues de l'Université de Kinshasa, le professeur Lapik et son équipe, et d'autres d'ailleurs. Et ici, il était question, par exemple, de voir quel est le niveau de préparation que nous avons aujourd'hui pour que, si jamais une épidémie arrive, que l'établissement des directives, que ça ne prenne pas beaucoup de temps pour que l'épidémie soit contenue le plus rapidement possible. Et également, donc, au moment où nous commencions cette étude, il y avait une épidémie à l'Est, je l'ai dit, et en marge de cette épidémie, il y avait un autre projet baptisé EBEL 3008, dans lequel j'étais aussi impliqué. Et ici, les sociologues ont exploré certains aspects de comparaison. Nous étions, par exemple, étonnés de voir qu'à l'Est, la vaccination posait beaucoup de problèmes, mais à Boende, les gens avaient une forte propension à se faire vacciner. À Boende, nous ne vaccinions que les professionnels de santé. Et alors, la population générale réclamait d'être vaccinée, alors que c'était l'inverse ailleurs. Je vais passer vite. Donc là, nous avons aussi documenté l'expérience des comités d'éthique et les organes de régulation, de telle sorte que si une épidémie commence, il faut que les comités d'éthique et les autorités de régulation aient des mécanismes pour permettre de mettre rapidement la réponse sur place avant qu'il n'y ait beaucoup de cas, avant qu'il n'y ait beaucoup de décès. Donc, il était question de documenter aussi ces niveaux de préparation, aussi bien à Kinshasa que dans différentes provinces, notamment en Équateur, qui est une province où il y avait une épidémie entre 2018 et 2020. Et ce projet avait un aspect de renforcement des capacités. Nous avons au total 5 doctorants qui suivent leur formation doctorale dans ce projet. Et les 2 premiers, donc les 2 pionniers, ont soutenu brillamment leur thèse de doctorat à l'Université d'Anvers. C'est Dr Inke Larivière et Dr Trésor Zola qui est de retour au pays pour venir consolider notre équipe et pouvoir donc s'investir dans les défis futurs, dans d'autres travaux que nous sommes en train de conduire à travers le pays pour le bénéfice de la science. Ainsi dit, je remercie tous les collaborateurs, tous les partenaires qui étaient impliqués dans ce projet sur le vaccin Ebola et l'investigation du réservoir. Et je vous remercie vous tous pour l'intérêt que vous avez porté à découvrir cette partie des travaux de recherche que nous conduisons. Merci. En tout cas, vous méritez les applaudissements de nos invités et de nous tous. En tout cas, merci beaucoup, cher professeur, pour cette présentation très brillante. Moi, j'ai beaucoup appris. Je comprends que vous avez là travaillé sur le virus Ebola et il fait partie de la famille des filovirus.
Et vous avez dit qu'il a été nommé à partir d'une rivière et voilà, et que le réservoir jusqu'à présent n'est pas toujours connu. Les symptômes aussi ne sont pas très identifiables. Alors, votre projet a eu trois différents aspects. C'était premièrement, il fallait faire un essai clinique sur deux types de vaccins. Et vous êtes focalisé sur Boende, dans la région de Chuapa. Et puis aussi, vous avez dit à la fin que vous avez aussi suivi au fait les niveaux d'anticorps des différentes personnes qui ont été vaccinées, savoir s'ils sont en train de produire les anticorps et ces projets en train de continuer. Et un autre aspect, c'était sur les réservoirs, aller prendre les animaux et voir s'ils peuvent contenir les virus. Et l'autre aspect dont vous avez parlé en dernier temps, c'est l'aspect anthropologique. Je pense que c'est très important parce que le comportement des humains aussi est très important. J'ai compris qu'à l'Est, les gens étaient un peu réservés par rapport au vaccin, mais à Boende, les gens sont plus ouverts, les agents de zone de santé sont plus ouverts au vaccin. Donc, j'ai beaucoup de questions, mais bon, je ne vais pas les poser puisque je peux le poser en catimini. Je veux lire certaines questions qui sont déjà dans le chat ou qui me sont envoyées personnellement. La première personne, c'est M. Patient Diwunga qui demande si on a déjà trouvé l'ADN viral dans la salive dans différentes études réalisées ou peut-être dans d'autres spécimens. Non, pas encore, mais en fait, la raison pour laquelle la chauve-souris est soupçonnée, c'est parce qu'il y a quelques chauves-souris chez qui on a plutôt trouvé des anticorps dirigés contre le virus Ebola. Et dans notre travail sur investiguant le réservoir, quand nous capturions, à chaque fois qu'on capturait une chauve-souris, nous faisions des prélèvements de la salive, du sang, des urines, des matières fécales et un morceau de tissu au niveau de l'extrémité des ailes. Ensuite, nous faisions un marquage. Donc, nous mettions une sorte de peinture sur la tête et nous relâchions la chauve-souris dans la nature. Il arrivait des moments où on attrapait 2 et même 3 fois la même chauve-souris. Et dans ce cas, on évitait de faire des prélèvements. Donc, il y a des travaux avant nous on a identifié vraiment des anticorps anti-Ebola. Il y a aussi des groupes qui ont identifié ces mêmes anticorps chez les porcs. Il y a une institution en Allemagne qui fait aussi des travaux sur des filovirus, avec qui nous sommes d'ailleurs en contact pour éventuellement étendre ces travaux-là ici chez nous. Et donc, voilà, c'est juste la présence d'anticorps. OK, une autre question du professeur Claude Akenga. Quelles sont les séquelles à long terme pour les survivants d'Ebola? Comment le système de santé peut-il mieux soutenir les survivants à long terme? Ah oui, ça c'est un problème. C'est une question qui suscite beaucoup d'intérêt et beaucoup d'énigmes. En fait, ce qu'on a remarqué, je vais me focaliser essentiellement sur ça, c'est que quand la personne guérit de la maladie, parce qu'il y a des survivants, hein, on observe que chez certaines personnes, les virus vont se cacher dans des zones sanctuaires. Et une de ces zones-là, c'est par exemple les testicules chez les hommes. Et les virus peuvent être sécrétés même longtemps après avoir été guéris. Et donc, ça pose problème du fait qu'une personne, une fois guérie, à partir de cette personne, le virus peut rebondir. Ça, c'est un phénomène qu'on connaît aussi avec d'autres virus comme celui de la varicelle, par exemple, qui, à la guérison, le virus de la varicelle va se cacher dans certains organes et il peut se réactiver à la faveur des diminutions des défenses immunitaires. Et c'est ainsi que le virus de la varicelle, quand il est réactivé, il donne le zona. Et le virus Ebola aussi, c'est pareil. Alors, il y a eu il y a d'abord au ministère de la Santé un programme spécial qui est dédié au suivi des survivants d'Ebola.
Et il y a des thématiques actuellement, par exemple, c'est de dire que ce groupe devrait être la cible de la vaccination pour justement accroître leur niveau de protection. Et ça fait partie des opportunités de recherche qui se dressent devant nous maintenant et dans un avenir proche. Merci beaucoup pour la réponse très précise. Le professeur Claude dit encore, vous administrez le vaccin aux personnes en bonne santé ainsi qu'aux malades. Les vaccins est-il à la fois préventif et curatif? Quel est le niveau d'acceptation de cette stratégie par la population dans les zones étudiées? Oui, en fait, il faut dire que pour le moment, il existe surtout deux types de vaccins qui sont, je pourrais dire, autorisés par l'Organisation mondiale de la santé. Il existe un vaccin qu'on appelle réactif et un vaccin qui est préventif. Le vaccin réactif, c'est le vaccin qui est fabriqué par Merck, par la firme Merck. Et souvent, quand il y a une épidémie, dès qu'une personne dès qu'une personne est confirmée Ebola, on va vacciner toutes les personnes qui étaient en contact avec ce malade et des personnes qui étaient en contact avec ces personnes. C'est ainsi qu'on appelle ça le ring vaccination, donc la vaccination en ceinture autour de chaque cas. Donc, on vaccine les contacts et les contacts des contacts. Ça fait partie des stratégies pour couper la propagation de la maladie. Et l'autre vaccin qui est fabriqué par Johnson Johnson, et c'est celui-là que nous avons utilisé dans nos travaux. C'est un vaccin préventif et l'OMS recommande que ce vaccin-là soit administré en dehors de l'épidémie ou bien loin d'une zone où il y a l'épidémie. Par exemple, au cours de la grande épidémie de l'Est, il y avait des cas à Beni, Butembo, Mangina, vers l'Ituri. Là-bas, on administrait le vaccin de Merck et le vaccin de Johnson Johnson était administré plutôt à Goma, donc en dehors de la zone touchée. Et il y avait aussi un projet qu'on appelait le projet Rideau. Donc, on a aussi vacciné la population au Rwanda et en Ouganda pour établir une sorte de rideau empêchant que le virus ne puisse traverser vers les zones non atteintes. Yeah, makes sense. OK. Comment les virus Ebola évoluent-ils au cours d'une épidémie? Quel impact les mutations virales ont-elles sur la transmission, la virulence et l'efficacité des traitements ou des vaccins? Oui, comme je l'ai dit, l'efficacité des vaccins, justement, l'efficacité clinique n'a pas encore été établie. Ça, c'est une énigme. Et que nous avons déjà pris des précautions, nous sommes en train de prendre des dispositions pour résoudre cette énigme, mais c'est difficile. Qu'est-ce qui se passe? On a fait des études qu'on appelle les challenge studies chez les primates non humains. C'est qu'il y a un groupe disons des singes, un groupe de singes qui est vacciné et un groupe témoin qui n'est pas vacciné. Et ensuite, on expose ces singes au virus Ebola. Et on remarque que les singes qui avaient été vaccinés survivent, donc ne contractent pas la maladie, tandis que beaucoup de ceux qui n'étaient pas vaccinés meurent. Ce qui veut dire que le vaccin a un pouvoir protecteur. Mais est-ce que ce même pouvoir est réel chez les humains? Ça, on ne le sait pas encore, parce que le fait d'avoir des anticorps ne veut pas nécessairement dire que la personne est infectée. Donc maintenant, l'idée serait de faire ce qu'on appelle les tests négatifs case control studies, dans lesquels, au moment où il y a une épidémie, chose qu'on ne souhaite pas, c'est de prélever les données pour voir si une personne est confirmée avec Ebola. On pose la question, est-ce que tu avais été vacciné, oui ou non? Quel vaccin, quelle période?
Et en ce moment-là, on sera en mesure d'établir le lien entre l'issue de l'infection et l'histoire de la vaccination. Et je voudrais ici préciser, par exemple, que beaucoup de gens pensent qu'une fois qu'on est vacciné, ça c'était le problème qu'on avait dans COVID, une fois qu'on est vacciné, on ne peut pas attraper la maladie contre laquelle on est vacciné. Mais l'efficacité des vaccins s'établit à 3 niveaux. Au premier niveau, c'est de voir combien de personnes vaccinées contractent l'infection. Le deuxième niveau, c'est de voir combien de personnes vaccinées peuvent développer la maladie, parce qu'il y a une différence entre l'infection et la maladie. Et le troisième niveau, c'est de voir les gens ont été infectés, les gens sont tombés malades, mais combien de personnes vaccinées sont mortes de la maladie comparé aux personnes qui n'étaient pas vaccinées. Donc, tout ça, ce sont des questions qui restent encore à être répondues. OK, donc beaucoup de research questions, beaucoup de questions de recherche pour votre travail. Oui. Et de surcroît, non, pas seulement pour nous, beaucoup d'opportunités de travail pour la communauté scientifique. Oui. Exactement. Et M. Bazola demande si vous pensez faire ce même travail dans une autre province. Exactement le même. Bon, je sais qu'il y a les amis de l'INRB qui ont fait la vaccination dans la province de l'Équateur, à part la vaccination qui était administrée dans le Nord Kivu. L'idéal, en fait, serait de vacciner le plus que possible la population à risque. Et ici, nous pensons surtout aux professionnels de santé. Nous pensons également aux pasteurs, parce que dans beaucoup d'endroits, quand quelqu'un tombe malade, on va d'abord chez le pasteur qui impose les mains au risque de se faire contaminer lui-même. Les tradis praticiens, les conducteurs de motos, vous savez, quand vous allez dans le Congo profond, il n'y a pas d'ambulance. Donc, quand quelqu'un est malade, et même les cadavres sont transportés sur des motos. Et donc, les souhaits que nous avons déjà émis, c'est d'avoir des moyens pour pouvoir conférer la protection à toutes ces personnes infectées. Également, les chasseurs. Les chasseurs aussi sont très exposés. Je pense que je vais prendre juste 2 autres questions qui sont dans le chat. Monsieur Moukaya Divan demande si vous avez comparé le taux d'anticorps généré par le vaccin par rapport à celui des survivants de la maladie. Si oui, la réponse immunitaire était importante dans quel groupe? Avez-vous aussi enregistré des cas de personnes qui ont mal réagi au vaccin? Oui, je commence par la deuxième question parce qu'en fait, quand j'ai présenté le graphique, l'immunogénicité va avec l'innocuité. Et dans cette étude, le profil de sécurité de ces vaccins était très bon. Il n'y avait aucun cas d'événements indésirables graves qui étaient liés à l'administration du vaccin. Alors, l'autre question, c'est vraiment une très bonne coïncidence. En effet, au mois de janvier, avec certains partenaires, nous avons soumis un proposal. C'était chez Wellcome CEPI, parce que nous voulions justement explorer cette question, de voir, de comparer la qualité d'anticorps produits à l'issue de la vaccination à la qualité d'anticorps produits à l'issue de la maladie. Et la première tentative pour le financement n'avait pas marché, mais nous sommes encore en contact avec les partenaires avec qui on explorait cette idée. Donc, je suis confiant qu'un jour, nous aurons le financement pour pouvoir le faire. OK. Donc, dernière question de M. Kaloumé. Félicitations, cher professeur, pour votre présentation. Le vaccin est-il à la base d'un particule d'Ebola virus ou de l'ARN messager?
des virus ayant un taux de mutation plus élevé, quelle serait l'efficacité à long terme de ce vaccin si Ebola virus devrait muter? Oui, en fait, ce vaccin n'est pas à la base des particules, mais on prend des nucléoprotéines du virus pour le vaccin hétérologue ici que nous avons utilisé. Donc, j'ai dit vaccin hétérologue pour dire que c'est deux produits, mais qui concourent à la même, au même objectif. Il y a les AD26 Zebov, qui est fabriqué à partir de certains composants antigéniques du virus Ebola Zaïre. Et ils sont connectés à un vecteur viral, le vecteur 26 de l'adénovirus. Et après avoir administré ce produit, l'organisme produit des anticorps en réaction à ces nucléoprotéines et des glycoprotéines. Et maintenant, le deuxième composant, MVABN philo, son but, c'est de renforcer l'immunogénicité contre Ebola Zaïre et il confère une protection secondaire contre le virus de Marburg, qui est aussi un filovirus, et aussi secondairement contre les autres virus Ebola. L'efficacité à long terme, ça, on ne le sait pas encore. Je vous ai dit que nous allons commencer la semaine prochaine une étude pour déterminer la durabilité des anticorps qui avaient été produits chez les participants qui étaient vaccinés depuis 2019 et 2020. Et nous avons l'ambition de faire les prélèvements une fois par an pendant 5 ans. Et à partir de là, avec la modélisation, nous serons en mesure de déterminer jusqu'où ces anticorps, ou bien jusqu'à quand ces anticorps peuvent rester en circulation dans le corps. Merci beaucoup. Merci beaucoup, cher professeur. C'est déjà 20 heures. Alors, je veux proposer quelque chose puisqu'il y a plusieurs questions. Je veux d'abord vous remercier pour cette très belle présentation, vraiment très pertinent, un travail vraiment très admirable que vous voyez comment ça suscite vraiment la curiosité de la communauté scientifique. Alors, ceux qui veulent rester pour que le professeur puisse répondre aux dernières questions peuvent rester et les autres qui sentent que voilà, on avait dit 1 heure du temps, vous pouvez voilà, nous quitter, il n'y a pas de souci. Nous allons rester avec l'accord du professeur Hippolyte parce qu'il y a juste 5 autres questions, je pense qu'elles sont pertinentes et je pense que voilà, ce serait bien que vous puissiez répondre à ces questions si vous, vous acceptez. Désolée, vous êtes muté. Oui, C'est bon? il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème, oui. Je pense que ça sera Oui. voilà, une dizaine de minutes juste pour répondre aux autres questions. Je pense qu'elles sont aussi pertinentes. Et voilà, pour ceux qui veulent partir, alors merci beaucoup d'avoir participé à notre premier webinaire de l'année. En tout cas, nous sommes honorés par votre présence et restez connectés. Comme j'avais dit, nous sommes sur les réseaux sociaux ASJ RDC, sur Twitter, sur Facebook. Nous avons un site asjrdcongo.com, donc n'hésitez pas de nous poser des questions et de suivre toutes nos activités. Alors, il y a aussi certaines personnes qui demandent s'ils peuvent avoir les fichiers de l'exposé. Je ne sais pas comment le professeur va partager, c'est encore confidentiel, ça je ne sais pas. Mais beaucoup de gens vous remercient vraiment pour cet exposé très brillant. Plusieurs personnes demandent si vous pouvez disponibiliser le fichier encore une fois de plus. Donc, voilà, je ne sais pas si vous voulez répondre à ça ou pas. Je suis même en train de vouloir partager partager mon adresse mail pour ceux qui vont partir et qui n'auront pas l'occasion de poser des questions. Ah ouais. Comme ça, Yeah. ils peuvent écrire par mail. Voilà. Oui, Merci beaucoup. je viens d'envoyer mon adresse mail. Oui. Et en ce moment, tous les
les détails complémentaires et tout ça, je serai. La joie d'un chercheur, c'est quand il y a des gens avec qui on peut partager les trouvailles de la recherche. Vraiment. Parce qu'il y a aussi certaines questions qui Ouais, ont ouais. envoyé un message direct. Donc, il y a, je ne sais pas, c'est monsieur, madame qui demande est-ce Et que... par exemple, Mhm, nous avons beaucoup de... Jusqu'à ce jour, nous avons 13 articles qui ont été publiés de ce projet mhm. et il y a encore une dizaine qui sont soit Bon, under review ou bien en train d'être finalisés. Donc, c'est vraiment une aubaine, ce projet. vraiment, vraiment, félicitations à vous pour ce travail. Malgré les Merci. défis géographiques, en tout cas, vous êtes un exemple. Il y a monsieur qui demande aussi, monsieur ou madame, désolé, est-ce l'appui des sociologues et anthropologues a conduit au changement d'attitude de la population à consommer les animaux sauvages? Euh, Ça, à consommer, nous étions focalisés surtout sur la perception sur la perception de la maladie et sur l'acceptation de la vaccination. Et aussi, nos sociologues s'étaient beaucoup activés dans le domaine de détection et de couper court aux rumeurs. Parce que souvent, quand il y a des projets, des gens racontent des histoires et ça circule, ainsi de suite. Alors, nous avions un groupe qui s'est concentré sur ça, sur la perception et sur les rumeurs. Mais changement consommer la viande de brousse, non, parce qu'il y a un souci, c'est que il faut une alternative. Et j'ai remarqué les coins où nous avons mené ce projet, les gens ne sont pas habitués à l'élevage et ça, c'est quand même un souci. Or, nous savons bien que c'est lorsque l'être humain va en profondeur dans l'habitat des animaux qu'il peut trouver là-bas des agents pathogènes et les ramener dans la localité. Et c'est là qu'il y a toute la problématique des déforestations, d'expansion des aires, des espaces vitaux pour les humains. Et à mesure qu'on va menacer les espaces des animaux, nous nous exposons nous-mêmes. Donc là, c'est un débat beaucoup plus global et interdisciplinaire. Vraiment. Quelqu'un demande aussi si avant la en place du vaccin, quel était le traitement? Qu'est-ce que les gens faisaient? Oui, avant la mise en place du vaccin, le traitement était simplement symptomatique, c'est-à-dire quand le malade présente la fièvre, on soigne la fièvre. Quand il a des vomissements, on donne des médicaments pour arrêter les vomissements. Et ça l'est toujours dans beaucoup de maladies. Beaucoup de maladies virales n'ont pas de traitement. Mm. On soigne les symptômes et puis l'organisme, excusez-moi pour le terme, l'organisme se bat pour survivre. Mais beaucoup de maladies virales n'ont pas de traitement spécifique. Mm. Madame Yvette il dit merci pour l'exposé, cher professeur. Je voulais savoir si Ebola virus n'évolue pas et si une infection avec Ebola ne déclenche pas une quantité suffisante d'anticorps contre une prochaine infection. Je ne sais pas si c'est une question, une affirmation, mais bon, voilà. Oui, à l'époque, ça, c'est ce qui était courant. En fait, ici, si on va dans les détails de l'immunologie, il existe des maladies qui sont immunisantes, c'est-à-dire une maladie que tu peux attraper une seule fois et tu ne l'attraperas plus jamais. Mais il existe des maladies qui ne le sont pas, donc tu peux te réinfecter au fur et à mesure. Et comme je vous l'ai dit, la particularité de ces virus, c'est que, et là je peux donner un exemple précis, au cours de l'épidémie de Beni, donc dans une épidémie, quand on fait 42 jours sans nouveaux cas, on déclare que l'épidémie est finie parce que la période d'incubation est de 21 jours. On double cette durée. S'il n'y a pas de nouveaux cas, on peut dire que
Alors, lors de l'épidémie, de la grande épidémie de Beni, à un moment donné, on était à, je crois, 2 ou 3 jours de déclarer la fin de l'épidémie. Et il y avait quelqu'un, un monsieur, qui était infecté, soigné au centre de traitement Ebola. Il a eu la grâce d'en sortir guéri. Et à quelques jours de la fin de l'épidémie, sa copine a testé positif. Et là, il était établi que, bon, certainement qu'il avait un mode particulier de célébrer la guérison et puis il a eu des rapports sexuels avec sa petite amie. Et cette dame avait redéclenché la propagation de la maladie. Donc ici, au-delà du débat sur les anticorps, il y a la possibilité du virus de se cacher dans des zones sanctuaires dans l'organisme. Mhm. Et M. Bazola demande aussi quel bilan prévoyez, pour le suivi des 5 ans, quel bilan prévoyez-vous faire avec les différents prélèvements? Est-ce ces prélèvements se feront combien de fois par année? Nous prévoyons de le faire une fois par an. Ah, Une ok. fois par an, oui. Et en fait, il y a une partie des échantillons. Pour l'exposition des bases, nous avions utilisé le laboratoire de l'INRB à Kinshasa. Mhm. Et pour la réponse immunitaire, les échantillons étaient expédiés dans un laboratoire basé aux États-Unis. Alors, pour garder la cohérence des résultats, nous serons tenus de recourir à ce même labo pour que la comparaison puisse être facilement établie. Ok, je pense que d'autres questions, vous avez déjà répondu. Lors de l'investigation pour initier la vaccination, si on trouve un survivant, est-ce qu'on a essayé de suivre le taux d'anticorps naturels sans vaccin? Quel était l'âge moyen des vaccinés? Le docteur Paul. En fait, le fait d'avoir été infecté par Ebola, c'était un critère d'exclusion. Donc, avant d'enrôler les participants dans l'étude, on posait d'abord ce genre de questions. On vérifiait pour les dames si elles n'étaient pas enceintes en faisant les tests de grossesse pour protéger éventuellement les effets sur les enfants, même si par après, d'autres travaux ont démontré que ce vaccin, du fait qu'il n'est pas réplicatif, il n'a pas de problème à être administré à la femme enceinte. Ok. Donc, et pour le moment, quand nous faisons le suivi des vaccinés, si entre-temps, il y a un participant qui a reçu un autre vaccin Ebola, ou si entre-temps, il arrive qu'un participant ait été infecté par Ebola de manière établie, en ce moment-là, nous n'allons pas continuer à les suivre parce qu'il y aura un biais du fait qu'il aura des anticorps induits à la fois par les vaccins et aussi par l'exposition au virus. Confounding factors. Oui, Ok. oui. Et le vaccin, il est administré, est-ce que ça cible aussi d'autres espèces de filovirus ou seulement Ebola? Oui, en fait, surtout la deuxième injection à base des MVA BN philo qui confère une protection secondaire contre le virus Marburg, qui est aussi un filovirus. Un filovirus, ok. Dans le cadre de la santé One Health, quelles actions menez-vous pour projeter la biodiversité animale et environnementale dans le cadre de votre projet si une fois vous arrivez à trouver des réservoirs de cette maladie à virus Ebola? Oui, en fait, je crois que l'effort majeur à fournir, c'est la protection de la biodiversité. Un jour, j'ai voyagé sur la rivière de Mbandaka vers Boende, 12 heures de voyage sur l'eau dans un canot rapide. Et j'ai discuté avec les gens qui sont de là et qui disaient, mais nous, on ne comprend pas. Il y a le parc de Salonga dans ce coin-là, dans la province de Chuapa. Et les gens pensent que c'est stupide d'empêcher les gens d'aller chasser dans le parc. Parce que c'est plein d'animaux et personne ne peut aller chasser. Mais ils ne se rendent même pas compte que le fait de protéger ces animaux
c'est pour aussi le bien de la De la population. Donc, population. parfois la communication peut résoudre les problèmes si on leur explique les choses dans les termes qu'ils sont capables de De comprendre, mais comprendre. Ouais. parfois ce n'est pas évident. Yeah. Je prends une dernière question du prof Dave Bungo. Très bonne présentation. Est-ce que vous avez exploré le comportement des animaux pour voir où est-ce qu'ils puisent le virus dans l'environnement? Non, ça nous n'avons pas fait et nous n'envisageons pas de le faire parce que c'est difficile de tracer le parcours d'un animal. Donc, c'est que nous focalisons surtout sur l'identification de l'espèce. Si on peut trouver ne fût-ce que l'espèce pour dire, voilà, c'est par exemple, c'est telle espèce de chauve-souris ou telle espèce de rongeur qui est le réservoir. Donc, ça doit être un animal un bon réservoir, c'est celui qui résiste à la maladie. Donc, un porteur qui n'est pas facilement détruit par l'agent pathogène. Si nous identifions cette espèce-là, en ce moment-là, il y aura certainement des travaux beaucoup plus poussés pour déterminer le comportement de l'animal en question, ses habitudes, ses itinéraires, ainsi de suite. OK. En tout cas, on va s'arrêter là. Mais ça demande une collaboration interdisciplinaire pour pouvoir aborder ce genre de questions de recherche. C'est vraiment notre projet de recherche avec beaucoup de personnes. En tout cas, merci beaucoup, cher professeur. C'était un honneur de vous avoir. Alors, pour la dernière question, moi, j'aimerais savoir quel est le conseil que vous allez prodiguer à la nouvelle génération de jeunes chercheurs, de jeunes professeurs, de jeunes assistants qui aimeraient aussi embraser cette carrière scientifique. Voilà, malgré tous les défis, nous avons vu que vous avez fait des travaux très pertinents. Quel serait votre conseil à la nouvelle génération, à la génération future? Oui, mon conseil d'abord, c'est que malgré les conditions, aussi difficiles que les conditions paraissent, la RDC offre beaucoup d'opportunités pour la recherche. Nous avons, je pourrais dire, une chance, c'est que le niveau de compétition n'est pas aussi rude qu'on le voit dans d'autres pays africains comme le Kenya, le Ghana, qui sont très développés dans la recherche. Et donc, pour arriver vraiment à mettre en place un projet, ça demande beaucoup d'acrobatie. Ici, ce n'est pas le cas et je crois que la chose la plus importante, c'est qu'il faut avoir des ambitions, il faut y croire et puis se lancer dans les appels d'offres. Il existe beaucoup d'organisations qui proposent des financements et il faut se lier avec les bonnes personnes, aussi bien au pays qu'à l'extérieur, pour pouvoir soumissionner. Il y a un appel à projet de EDCTP, qui est l'organe de l'Union européenne qui finance la recherche, qui va fermer la semaine prochaine, mercredi, et le financement va aller vers des groupes qui travaillent sur le Mpox, parce qu'actuellement, il y a une épidémie de Mpox en RDC et EDCTP voudrait encourager les groupes de recherche. Il y a aussi un appel à projet qui porte sur les niveaux de préparation contre les épidémies financés par CEPI. Le deadline, c'est le mois prochain. Et parfois, pour tous ces appels-là, on s'active, on s'aligne. Dans notre groupe, depuis le mois de janvier, nous avons eu à soumettre. Nous sommes maintenant en train de préparer le 10e proposal depuis janvier. Wow. Parfois, ça va avec des nuits blanches. Et donc, vous privez de sommeil pour de l'argent pour lequel vous n'avez même pas de garantie que vous aurez. Et donc, je crois que les jeunes devraient avoir cette mentalité de savoir s'aimer avant d'espérer moissonner. Actuellement, beaucoup de gens veulent moissonner là où ils n'ont pas s'aimé. Ça, ce n'est pas bon.
Wow, très bon conseil. En tout cas, merci encore. Merci d'être un exemple pour la génération future. Merci pour votre temps. Nous avons largement dépassé le temps, mais je vois les assoiffés de la science, 64 personnes toujours connectées. On est à 80, d'autres nous ont laissés, mais les autres sont toujours là. Alors, merci à vous, chers professeurs. Merci à tout le monde pour votre présence. Nous sommes honorés. Le rendez-vous prochain, ça sera le 21 juin. Nous allons partager les liens et nous allons aussi partager le prochain orateur. À la prochaine occasion. Merci beaucoup et bye bye. Merci. Bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye.